Londres, au crépuscule du XIXe siècle. Sur une colline dominant la campagne anglaise, une silhouette improbable se dessine. Un château de conte de fées tout droit sorti du Val-de-Loire. Mais ici, point de roi de France. Ce palais appartient aux Rothschild. Voici Waddesdon Manor. Et aujourd'hui, nous pénétrons l'histoire secrète, voire obscure, de cette forteresse de l'argent ancien. Pour le visiteur profane, Waddesdon n'est qu'une sublime demeure ornée de tableaux de maîtres et de fontaines. Mais ces murs ont abrité des négociations que la presse ignorait, des invités dont les noms n'apparaissaient sur aucun registre officiel et des décisions qui ont redessiné la carte du monde. Ici, les domestiques en savaient plus que les ministres, et les fêtes de famille ressemblaient à des conseils de guerre secrets. Comment une famille de banquiers a-t-elle réussi à s'ériger une telle cour royale tout en restant dans l'ombre? Quel prix a dû être payé pour cet éclat? Et par qui? Mais surtout, si les murs de Waddesdon Manor pouvaient parler, quelle sombre vérité sur la vieille fortune révéleraient-ils? Si cette plongée dans les secrets de l'architecture et des dynasties qui l'ont bâtie vous fascine, je vous invite à soutenir notre démarche en vous abonnant et à me dire en commentaire quelle autre demeure historique nous devrions explorer. Votre soutien est la clé de voûte de ces enquêtes approfondies. Les histoires commencent par la pierre, mais la pierre garde les secrets mieux que les hommes. Placez-vous dans le grand hall d'entrée de Waddesdon. Aujourd'hui, levez les yeux. Plafond doré à la feuille, lustres en cristal capturant la lumière de l'après-midi à travers d'immenses porte-fenêtres. Les visiteurs déambulent lentement, téléphone levé, photographiant des portraits de la Renaissance et des porcelaines de Sèvres derrière des cordons de velours. L'air a cette odeur caractéristique d'encaustique et de soie ancienne. C'est l'histoire officielle, celle qu'on veut vous montrer. Mais remontez le temps dans ce même hall. Novembre 1940. Les lustres sont éteints. D'épais rideaux occultants étouffent chaque fenêtre. Le verre est barré de rubans adhésifs en forme de croix, une protection dérisoire contre le souffle des explosions. Dehors, les projecteurs de la DCA balaient le ciel du Buckinghamshire. À l'intérieur, le grand hall est glacial, vide. Les portraits veillent sur des pièces désertées. En temps de guerre, Waddesdon n'était plus un palais, c'était une coquille. La famille partie, le personnel réduit à une équipe squelettique. Et dans les salles fortes du sous-sol, emballées dans des caisses et des couvertures, les trésors des musées londoniens attendaient la fin du Blitz, dans le plus grand secret. La National Gallery avait confié à cette maison ses Rembrandt et ses Gainsborough, alors même que les coffres de l'État britannique semblaient trop vulnérables. Les mêmes pièces, deux mondes différents. C'est ce choc que Waddesdon a été construit pour absorber. Un château de la Renaissance française parachuté sur une colline anglaise. Le fantasme d'un banquier conçu pour murmurer deux mots, permanence et appartenance. Pourtant, il fut érigé par une famille qui, quelques générations plus tôt à peine, se voyait interdire la propriété terrienne dans la majeure partie de l'Europe, simplement parce qu'ils étaient juifs. Les Rothschild ont bâti Waddesdon pour prouver qu'ils étaient arrivés, que leur place était légitime parmi la noblesse terrienne et l'aristocratie titrée, que leur argent n'avait pas seulement acheté le luxe, mais quelque chose de plus profond. La sécurité, l'acceptation, un avenir. Ils se trompèrent sur la sécurité. Pour comprendre Waddesdon Manor, il faut saisir ce qu'ils défendaient réellement. Pas seulement de l'art, pas seulement un statut, mais quelque chose de plus fragile et de plus désespéré. L'espoir que la richesse puisse ériger des murs assez hauts pour arrêter la haine qui avait poursuivi cette famille à travers les frontières et les siècles. La croyance qu'une maison parfaite sur une colline anglaise pourrait enfin donner aux Rothschild ce que leur empire bancaire ne pourrait jamais leur offrir. Le droit d'exister, tout simplement, sans avoir à s'excuser. La question qui hante chaque pièce dorée est la suivante. Que bâtissez-vous lorsque vous savez, au fond de vous, qu'aucune forteresse n'est éternelle? Lorsque le sol sous votre château a toujours été contesté, le baron Ferdinand de Rothschild entama la construction de Waddesdon en 1874. La dernière pierre fut posée en 1889. 15 ans pour transformer une vision en pierre et en ardoise. Un palais français dans la campagne anglaise, destiné à recevoir princes et premiers ministres, rempli d'un art que les rois enviaient, entouré de jardins qui réécrivaient le paysage lui-même. Mais alors même que la maison s'élevait vers le ciel, les fondations du monde qui la soutenaient tremblèrent déjà. Ceci n'est pas l'histoire d'un manoir. C'est l'histoire de ce que les hommes construisent lorsqu'ils tentent de prouver qu'ils méritent d'exister. C'est l'histoire du pacte conclu entre les parias et l'establishment.
L'histoire des domestiques qui maintenirent la machine en marche pendant que leurs employeurs divertissaient les puissants à l'étage. L'histoire du fossé entre la façade étincelante et les froids calculs derrière les portes closes. C'est une histoire de vieille fortune, mais oubliez la version conte de fées. C'est la réalité complexe, moralement ambiguë, parfois brutale, de ce que l'argent ancien doit faire pour survivre. Les lustres de Waddesdon brillent toujours, mais si vous savez où regarder, vous pouvez encore deviner les fantômes des rubans adhésifs sur les fenêtres. Le garçon qui allait bâtir Waddesdon n'était pas supposé survivre à l'enfance. Ferdinand James Anselme de Rothschild est né à Paris en 1839. Un enfant maladif dès la naissance, pâle, maigre, le genre d'enfant que les familles riches surprotègent avec des médecins privés, des toniques coûteux et des consultations chuchotées dans les couloirs. Son père, Anselme, dirigeait la banque Rothschild à Francfort et Vienne. Un oncle contrôlait la maison de Paris. Un autre tenait Londres. L'entreprise familiale s'étendait sur toute l'Europe, déplaçant l'or et les obligations d'État à travers un réseau de liens du sang et de lettres cryptées. Les frères de Ferdinand furent-ils préparés pour cet empire? Ils étaient les forts, les confiants, ceux qu'on attendait au long dîner avec les ministres, capables de se souvenir quel cousin soutenait quel chemin de fer et quel gouvernement devait de l'argent à quelle branche de la famille. Ferdinand, lui, était tenu à l'écart, le fragile de la lignée. Mais être le maillon faible dans une dynastie bâtie sur le pouvoir vous apprend des choses. Cela vous apprend que vous êtes toujours à une maladie près d'être mis sur la touche, que votre valeur peut sembler conditionnelle, que vous devez faire vos preuves d'une manière que vos frères en bonne santé n'auront jamais à imaginer. Et cela vous enseigne une autre compétence de survie. Quand le monde réel semble dangereux, vous commencez à construire des mondes intérieurs que vous pouvez contrôler. Ferdinand fut envoyé en Angleterre pour sa santé. Le climat anglais, bien qu'humide, était supposé plus clément pour ses poumons que les hivers continentaux rigoureux. Une prescription étrange peut-être, mais les familles qui ont peur croient tout ce qui leur offre un espoir. Il arriva adolescent, timide, étranger, son anglais incertain, son rôle dans la grande machine familiale indéfinie. Puis, il tomba amoureux. Elle s'appelait Evelina. C'était sa cousine. Les Rothschild se mariaient souvent entre eux. Cela gardait le réseau bancaire hermétique, les héritages concentrés et les secrets au sein du clan. Evelina avait 18 ans, Ferdinand en avait 26. Et c'était bien plus qu'une alliance calculée. Les lettres qui nous sont parvenues laissent entrevoir une affection véritable, des plaisanteries, des angoisses partagées, des projets d'une vie commune. Ils se marièrent en 1865. Elle mourut en couche 18 mois plus tard. L'enfant mourut aussi. Ici, les archives historiques deviennent presque silencieuses. Les hommes de l'époque victorienne n'écrivaient pas facilement sur le deuil, surtout les hommes Rothschild, censés stabiliser des empires et divertir la royauté sans montrer la moindre fissure. Mais les choix de Ferdinand parlent plus fort que n'importe quel journal intime. Il s'éloigna de la banque familiale. Il desserra ses liens avec Vienne et Francfort, avec cette machinerie financière que ses frères pilotaient avec aisance. Il s'installa définitivement en Angleterre et commença à collectionner de manière obsessionnelle. Porcelaine, peinture, meubles, manuscrits, des objets qu'il pouvait cataloguer, contrôler et ordonner avec précision. Des objets qui ne l'abandonneraient jamais. Au début de la trentaine, Ferdinand avait assemblé une collection capable de rivaliser avec les institutions publiques. Sa maison de Londres débordait. Les chambres se transformaient en entrepôts. Les escaliers étaient rétrécis par les caisses empilées. Chaque surface libre devenait un présentoir. Pourtant, des collections comme celle-ci exigent plus que des murs. Elles exigent une scène. Elles réclament un écrin qui signale aux visiteurs l'importance vitale de ces objets. Elles exigent un château. La décision de bâtir Waddesdon émergea au début des années 1870. Ferdinand écrirait plus tard qu'il souhaitait une résidence à la campagne digne de son nom et de sa position. Mais sous la politesse de la formulation, la psychologie est plus claire. Il concevait un lieu où il pouvait clouer la beauté dans la permanence. Une maison qui attirerait l'aristocratie anglaise, qui voyait encore les Rothschild comme des parvenus étrangers, juifs, continentaux, trop riches, trop vite, et les forcerait à reconnaître que cette famille de banquiers comprenait l'élégance aussi profondément que n'importe quelle lignée ancienne. Il façonnait un monument au contrôle, dans une vie qui lui avait cruellement appris à quel point on contrôle peu de choses.
La blessure intime qui guidait Ferdinand n'apparaissait sur aucune photographie. Pas d'accident spectaculaire, pas de cicatrice visible, mais cette plaie a marqué chacune de ses décisions. Elle a dicté le choix du style Renaissance française, l'emplacement audacieusement impraticable au sommet de la colline, l'insistance implacable sur la perfection de chaque pièce. Elle a façonné ces fameuses réceptions du week-end qui finiraient par attirer le prince de Galles lui-même, le futur Édouard VII, venu fumer des cigares dans la bibliothèque de Ferdinand et dormir dans ses chambres d'amis. Le château semblait hurler « Regardez ce que j'ai bâti, regardez ce que je mérite, regardez ma légitimité !» Mais l'appartenance qu'on achète avec de l'or et de l'architecture n'est jamais totalement acquise. Et quelque part dans l'esprit de Ferdinand, façonné par une enfance maladive, par le deuil soudain et par la conscience aiguë que la place de sa famille en Europe dépendait de l'humeur des autres, vivait une vérité qu'il n'osait prononcer. Peu importe la perfection de la façade, le sol qui la soutient n'est jamais garanti. Pas pour un Rothschild, pas au XIXe siècle, jamais. Pourtant, il allait essayer. La colline du Buckinghamshire attendait, et cette colline était un problème. Ferdinand acheta les terres près du village de Waddesdon en 1874. Environ 1000 hectares de campagne vallonnée, de haies anciennes, et au centre, un sommet pelé, balayé par les vents, qu'aucun architecte sensé n'aurait choisi pour un projet d'une telle envergure. Les habitants du village pensaient qu'il était fou. Construire sur une colline signifiait que tout devait être hissé vers le haut. La pierre, le bois, chaque brique et chaque poutre, des milliers de tonnes de matériaux luttant contre la gravité sur des routes qui n'existaient pas encore. La gare la plus proche était à des kilomètres. Le village de Waddesdon lui-même était minuscule, absolument pas préparé à ce qui allait s'abattre sur lui. Lorsque les agents de Ferdinand commencèrent à embaucher des ouvriers et à passer des commandes colossales, l'ampleur du plan devint impossible à ignorer. Ce n'était pas simplement une maison de campagne. C'était une campagne d'ingénierie déguisée en architecture. Ferdinand engagea un architecte français, Gabriel Hippolyte Destailler, précisément parce qu'il voulait quelque chose qui ne ressemblait en rien à un domaine anglais traditionnel. Pas de symétrie géorgienne polie, pas de proportions classiques apaisantes. Il voulait un château de la Loire, le genre de structure que les nobles français bâtissaient au XVIe siècle lorsqu'ils avaient quelque chose à prouver à leur roi. L'ironie n'échappait à personne. Un banquier juif engageant un architecte français pour construire un palais français en Angleterre afin d'impressionner l'aristocratie anglaise. Mais Ferdinand comprenait les symboles mieux que quiconque. Si l'on ne peut pas naître au sein de la vieille élégance européenne, on peut au moins en acheter les plans et la réassembler pierre par pierre sur une terre étrangère. Le vrai travail commença en 1877. D'abord, la colline elle-même. Le sommet nu dut être remodelé, nivelé et préparé pour des fondations capables de supporter un poids que la terre n'avait jamais porté. Des machines à vapeur furent acheminées pour alimenter l'excavation. Les ouvriers creusèrent jusqu'à la roche-mère, puis élevèrent des murs de soutènement massifs pour maintenir ce terrain artificiel. Puis vint l'accès. Ferdinand commanda une allée sinueuse qui gravissait la colline en lacets, révélant la maison par étapes à mesure que les calèches montaient. Cette route n'était pas seulement pratique, c'était du théâtre. Vous étiez censé sentir l'anticipation monter à chaque virage. Les visiteurs décriraient plus tard le voyage comme époustouflant, ce qui était exactement l'intention du design. Lentement, la maison émergea des plans pour devenir réalité. La pierre pâle arriva de Bath. L'ardoise du toit vint du pays de Galles. Les sculptures ornementales furent confiées à des artisans venus de France. Une tour centrale, des ailes s'étendant vers l'est et l'ouest. Des dizaines et des dizaines de fenêtres, hautes, à multiples carreaux, conçues pour inonder les intérieurs de lumière d'une manière que la plupart des maisons de campagne anglaises ne tentaient jamais. Mais il y avait une partie de Waddesdon que les invités ne voyèrent presque jamais. Les entrailles. Sous les salons de réception dorés et les galeries de portraits, se cachait un labyrinthe de couloirs de service, de cuisine, d'arrière-cuisine, de chambres fortes et de caves à vin. Une infrastructure souterraine complète, construite pour que la grande maison fonctionne tout en restant invisible. L'aile des domestiques était physiquement et socialement séparée du monde d'en haut. Le personnel entrait par des portes différentes, empruntait des escaliers différents, se déplaçait selon des itinéraires soigneusement planifiés pour ne jamais croiser la famille ou les invités, sauf s'ils étaient appelés.
Rien de tout cela n'était inhabituel pour l'époque. Chaque grande maison traçait une ligne dure entre le haut et le bas. Mais l'échelle de Waddesdon poussait ce système à l'extrême. Une fois le domaine pleinement opérationnel, le nombre d'employés dépassait largement la centaine. Chaque personne avait un rôle défini. Valet de pied, femme de chambre, cuisinier, palefrenier, jardinier. Et chacun comprenait que la magie sans effort de l'étage, les plats parfaitement chronométrés, les feux flamboyants, les chambres immaculées, dépendait de leur capacité à rester hors de vue. La maison était conçue pour projeter le goût et le raffinement. Pourtant, en dessous, elle fonctionnait comme une usine de précision. Chaque dîner nécessitait des heures de planification. Chaque rassemblement du week-end exigeait une logistique quasi militaire. Les domestiques le savaient, la famille le savait. Les invités faisaient semblant de ne pas le savoir. C'était le marché tacite de l'architecture de la vieille fortune. Vous construisiez quelque chose d'assez beau pour affirmer votre appartenance. Et vous le bâtissiez sur le labeur de gens qui ne seraient jamais autorisés à appartenir aux pièces qu'ils entretenaient. En 1883, la structure principale était achevée. Ferdinand emménagea avant même que les intérieurs ne soient finis, incapable ou refusant d'attendre plus longtemps. Le palais français sur la colline anglaise n'était plus une vision sur papier. C'était de la pierre, du verre et de l'ardoise, visible à des kilomètres, dominant le paysage exactement comme Ferdinand l'avait imaginé. Les locaux cessèrent de l'appeler « le fou ». Ils commencèrent à l'appeler « le baron ». Mais la performance ne faisait que commencer. Une maison n'est qu'une coquille sans les âmes qui l'animent. Et Ferdinand s'apprêtait à inviter les figures les plus puissantes d'Angleterre pour qu'elles voient de leurs propres yeux ce qu'un Rothschild pouvait bâtir. La scène était prête. Maintenant, le spectacle devait commencer. Ferdinand comprenait que Waddesdon n'était pas simplement une résidence. C'était une scène de théâtre, et la production qu'il montait nécessitait le bon public. Pas seulement de riches connaissances, pas seulement des collègues banquiers ou des cousins éloignés. Il lui fallait les gens dont la présence confirmerait tout ce que la maison était construite pour dire. Il lui fallait la royauté. Le prince de Galles, Albert-Édouard, le futur roi, visita Waddesdon pour la première fois dans les années 1880. La date exacte se floute dans les archives, mais la signification était sans équivoque. L'héritier du trône britannique, dormant sous un toit Rothschild, mangeant à une table Rothschild, fumant des cigares Rothschild dans un fumoir créé spécifiquement pour des moments comme celui-ci. Cela ressemblait à de l'acceptation, ou du moins à son costume le plus convaincant. Les house parties du week-end à Waddesdon devinrent rapidement légendaires. Les invitations étaient chassées, comparées, vantées. Les invités arrivaient dans des wagons privés à la gare locale, puis transférés dans les propres calèches de Ferdinand pour l'ascension finale. La montée par l'allée sinueuse était chorégraphiée pour faire monter la tension, les arbres s'ouvrant sur des aperçus cadrés de pierres et de tours, le château se révélant pièce par pièce, enflant à chaque virage jusqu'à dominer l'horizon. À l'intérieur, chaque détail avait été calibré pour l'effet. L'éclairage électrique, encore une nouveauté dans de nombreuses demeures anglaises, déversait une lumière chaude sur les salons. Un système de chauffage sophistiqué maintenait le bâtiment confortable même au cœur de l'hiver. De l'eau chaude attendait dans les chambres d'amis, un luxe que certaines vieilles maisons aristocratiques ne parvenaient pas encore à offrir de manière constante. Ferdinand avait étudié ce que l'élite britannique chérissait, pour ensuite leur offrir une version un peu plus polie, un peu plus moderne, un peu plus impressionnante. Le rythme du week-end s'installait selon un rituel immuable. Arrivée le vendredi et présentation polie. Chasse le samedi à travers le domaine, Ferdinand avait veillé à ce que les terres regorgent de gibier précisément pour cet usage. Le thé de l'après-midi dans les salons. Des dîners qui pouvaient s'étirer sur 12 services, chaque plat servi avec une précision silencieuse. Puis, la séparation traditionnelle. Les hommes dérivant vers le fumoir, les femmes vers le salon, avant que les groupes ne se réunissent à nouveau pour les cartes, la musique ou des conversations qui couraient tard dans la nuit. Mais le véritable travail se faisait rarement à la table du dîner. Il prenait forme dans les coins, dans ces échanges à voix basse glissés entre deux plats, ou dans la bibliothèque bien après minuit. C'est là, alors que la plupart des invités avaient regagné leur chambre, qu'un petit cercle d'hommes s'attardait, verre de cognac à la main, murmurant sur les emprunts d'État, les chemins de fer coloniaux.
et des concessions dans des contrées que la plupart des gens seraient incapables de situer sur une carte. Ferdinand ne transformait pas officiellement ses week-ends en conférences bancaires. Il s'était retiré des opérations financières quotidiennes. Mais il restait un Rothschild. Ses frères et cousins dirigeaient toujours les maisons familiales de Londres, Paris, Vienne et au-delà. Lorsque des ministres avaient besoin de fonds pour des projets nationaux, lorsque des investisseurs cherchaient des informations fiables sur les marchés étrangers, lorsque des accords délicats exigeaient la confidentialité, ces besoins ne disparaissaient pas au seuil de Waddesdon. Ils se déplaçaient simplement vers des espaces plus discrets. Des présentations pouvaient être arrangées, des noms échangés. La confiance se construisait lentement autour de cigares, de menus soigneusement élaborés et de cette compréhension tacite. Tout homme capable de créer Waddesdon était connecté à des capitaux sérieux. L'aristocratie britannique venait, ils louèrent la cuisine, ils admirèrent l'art, ils s'émerveillèrent de la technologie. Puis ils rentrèrent chez eux et faisèrent des blagues. Le magazine satirique Punch publiait des caricatures impitoyables. On y voyait des figures Rothschild au nez exagéré, agrippées à des sacs d'argent, entourées de symboles de cupidité. Ces dessins mêlaient l'envie au ridicule. Oui, les Rothschild possédaient une richesse stupéfiante, mais on les traitait encore comme des étrangers. Juifs, continentaux, trop riches, trop vite. Peu importe la perfection de leur château français ou l'éclat de leur liste d'invités, ils n'étaient toujours pas, aux yeux de beaucoup, véritablement anglais. Ferdinand voyait les caricatures. Il entendait les bons mots de salon sur ces millionnaires juifs tentant d'acheter leur entrée dans la classe terrienne. Il gardait ses réactions pour lui. Qu'aurait-il pu dire publiquement qui n'aurait pas aggravé la blessure? Protester n'aurait fait que prouver que les flèches avaient atteint leur cible. Alors il répondit de la seule manière qu'il jugeait efficace. Il fit de la surenchère. Plus d'art, plus d'invités, plus de précision. Si l'on chuchotait que la maison était trop extravagante, il la rendait plus éblouissante encore. Si son hospitalité était jugée excessive, il la rendait méticuleuse. La riposte à l'exclusion était de devenir si prospère, si indispensable au tissu social, que l'ignorer deviendrait ridicule. Et à bien des égards, la stratégie fonctionna. Le prince de Galles revint, encore et encore. D'autres membres de la famille royale suivirent. Ministres, diplomates, dignitaires étrangers rejoignirent les listes d'invités. Waddesdon passa du statut de curiosité à celui d'institution, une étape incontournable du circuit pour quiconque comptait dans ce monde. Pourtant, tard dans la nuit, quand les dernières lanternes des calèches s'étaient évanouies au bas de l'allée et que les domestiques avaient débarrassé les derniers verres, Ferdinand arpentait parfois la maison, seul. Il passait devant les portraits qu'il avait sauvés et achetés, traversait des pièces meublées d'objets ayant appartenu à la royauté française, debout au cœur d'un château qui avait coûté une fortune et nécessité 15 ans pour passer de l'idée à la réalité. La performance était impeccable. Le public applaudissait. Le calendrier mondain confirmait son succès. Mais une question persistait sous les applaudissements. Était-il enfin en sécurité? Cela avait-il enfin suffi? La réponse honnête, celle qu'il ne pouvait jamais tout à fait chasser, était toujours la même. Pas encore. Pas tout à fait. Alors les week-ends continuaient. Les trains continuèrent d'arriver. Les chambres restèrent pleines. Et Ferdinand continuait de prouver, encore et encore, qu'il avait sa place dans un monde qui hésitait toujours à l'y admettre pleinement. Ferdinand mourut en 1898. Il avait 58 ans. Il ne s'était jamais remarié après la mort d'Evelina, n'avait jamais eu d'enfant. La maison qu'il avait mis 15 ans à bâtir et près de 2 décennies à perfectionner. Ce château destiné à déclarer la permanence, à prouver l'appartenance, à assurer un avenir Rothschild en Angleterre, se retrouva soudain sans héritier direct. C'est là la faille de l'architecture comme preuve de stabilité. Les bâtiments survivent à leur créateur. Et quand le créateur meurt sans enfant, toutes ces pierres soigneusement assemblées deviennent la responsabilité de quelqu'un d'autre. L'héritage se déplaça latéralement, d'abord vers la sœur de Ferdinand, Alice, puis après sa mort en 1922, vers son fils James. La maison resta dans la famille, mais le plan émotionnel changea. Ferdinand avait créé Waddesdon comme une extension de sa propre histoire, de son goût, de son chagrin, de son besoin désespéré d'être accepté.
Ses successeurs héritèrent de la maçonnerie, mais pas de la blessure qui l'avait poussé à l'empiler sur une colline. Pour eux, Waddesdon était simplement une très grande, très coûteuse maison. James l'entretint. Il reçut des invités. Il continua d'enrichir les collections. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Le château qui devait incarner l'arrivée et la sécurité commençait à ressembler davantage à un musée dédié à son fondateur. Les pièces se transformaient en décors pour une performance dont le sens originel s'effaçait lentement des mémoires. Et au-delà des murs du domaine, l'Europe changeait d'une manière qui rendait le rêve de Ferdinand de plus en plus fragile. À la fin du XIXe siècle, les Rothschild avaient atteint l'apogée de leur puissance. 5 branches à travers 5 capitales, Londres, Paris, Vienne, Francfort et Naples, déplaçaient l'argent et l'information plus vite que la plupart des gouvernements. Ils finançaient des chemins de fer, soutenaient des guerres, aidaient à financer l'achat britannique du canal de Suez. Leur nom était devenu synonyme de finance internationale. Cette même visibilité en faisait des cibles parfaites. L'antisémitisme, jamais loin de la surface dans la vie européenne, devint plus bruyant, plus organisé. Il cessa d'être un simple préjugé de salon ou une exclusion informelle pour se durcir en programme et en plateforme. Des partis politiques se construisirent autour de lui. Les journaux imprimaient des théories du complot élaborées sur le contrôle Rothschild des cabinets ministériels et des marchés. Un faux notoire, les soi-disant protocoles, circulait largement, prétendant exposer des plans juifs de domination mondiale. Les Rothschild étaient cités nommément encore et encore. Leur richesse et leur portée transfrontalière, ces atouts mêmes qui les avaient rendus indispensables, étaient rebrandés comme preuve d'une influence sinistre. Pour les antisémites, la combinaison de leur judéité et de leur succès les transformait en symboles de toutes les angoisses liées à la finance moderne, au capitalisme et au changement social. Depuis le Buckinghamshire, Waddesdon semblait intouchable. La campagne anglaise paraissait distante de la fièvre du continent. L'Angleterre, se disait-on, était différente, plus stable, plus tolérante. Le prince de Galles était venu. La famille avait été tissée, prudemment, conditionnellement, mais tissée tout de même, dans la haute société britannique. Les lettres des parents sur le continent racontaient une autre histoire. Elles parlaient de nouvelles règles, de restrictions sur les lieux de résidence des Juifs, de quotas limitant leur profession, de mouvements politiques ciblant explicitement les banques et propriétés Rothschild. En Autriche, en Allemagne, en France, le sol sous la puissance familiale commençait à basculer. Le château que Ferdinand avait érigé comme un monument à la sécurité siégeait désormais dans un monde qui devenait moins sûr d'année en année. James de Rothschild, supervisant Waddesdon dans les années 1920 et 1930, fit face à un dilemme qu'il ne put jamais totalement résoudre. Devait-il préserver la maison exactement telle que son oncle l'avait conçue, un monument à la réussite et à la permanence, alors même que l'antisémitisme européen devenait plus menaçant? Ou devait-il admettre que la sécurité que Waddesdon était censé symboliser avait toujours été, au mieux, conditionnelle? Il choisit la préservation. Les week-ends continuèrent, les collections s'agrandirent, les jardins restèrent immaculés. Waddesdon demeura éblouissant, mais le sens de sa grandeur changeait. La maison ne semblait plus être la preuve que la famille était arrivée. Elle commençait à ressembler à une forteresse, un lieu de repli, alors que le monde extérieur devenait hostile. Et ce monde extérieur s'assombrissait à toute allure. Au milieu des années 1930, les nouvelles d'Allemagne ne pouvaient trop plus être ignorées. Les entreprises juives étaient saisies. Les familles juives poussées hors de leurs emplois, de leurs maisons, de la vie publique. Les propriétés Rothschild à Francfort et Vienne furent directement menacées. Des parents fuyèrent vers Londres, vers Paris, vers n'importe quel endroit qui semblait encore relativement sûr. La machine de propagande nazie fit une fixation sur le nom Rothschild. Des affiches et des émissions produites par l'État les dépeignaient comme les cerveaux invisibles de la finance internationale, les supposés marionnettistes derrière les gouvernements et les guerres. La théorie du complot s'était muée en idéologie officielle, et elle était désormais soutenue par toute la machinerie d'un État moderne. Police, tribunaux, bureaucratie, armée, tous visaient à démanteler exactement ce type de pouvoir en réseau et de sécurité que les Rothschild avaient mis des générations à construire. Waddesdon tenait encore debout. Les haies étaient toujours taillées avec précision.
L'art scintillait toujours derrière les vitres. De loin, rien n'avait changé. Mais la maison sur la colline commençait à ressembler moins à une réponse qu'à une question. Que fait-on d'un château quand le sol sous ses fondations se met à trembler? La réponse allait arriver assez tôt. D'abord, le monde devait se briser complètement. Les nuages qui s'amoncelèrent sur l'Europe à la fin des années 1930 n'étaient pas que des métaphores. C'étaient de véritables fronts orageux roulant d'est en ouest, et Waddesdon, exposé sur sa colline, se trouvait directement sur leur passage. Comprendre pourquoi Waddesdon comptait, c'est comprendre ce que faisaient réellement les Rothschild. La plupart des gens les voient simplement comme de riches banquiers, une étiquette commode. Mais le moteur derrière leur fortune, comment elle fut créée, comment elle se déplaçait, ce qu'elle finançait, était bien plus complexe et bien plus lourd de conséquences que cette simple phrase ne le suggère. Le système débuta avec 5 frères au début du XIXe siècle. Leur père, Mayer Amschel Rothschild, dirigeait une maison de banque modeste mais ambitieuse à Francfort. Lorsque ses fils arrivèrent à l'âge adulte, il fit quelque chose d'inhabituel. Il les dispersa à travers l'Europe. Nathan partit pour Londres, James pour Paris, Salomon pour Vienne, Karl pour Naples. Amschel resta à Francfort. 5 frères, 5 villes. 5 maisons bancaires qui agissaient non pas comme des rivales, mais comme un seul organisme. La véritable innovation n'était pas seulement l'argent, c'était la communication. Avant le télégraphe et le téléphone, l'information voyageait au rythme des chevaux et des navires. Les Rothschild bâtirent leur propre réseau de courriers, des cavaliers de confiance transportant des lettres cryptées entre les 5 branches, souvent bien plus vite que le courrier officiel, plus vite que les canaux diplomatiques. Ils entendaient parler des crises politiques, des campagnes militaires et des chocs boursiers avant presque tout le monde. Entre leurs mains, l'information devenait profit. Lorsque Napoléon fut vaincu à Waterloo en 1815, Nathan Rothschild à Londres le sut avant le gouvernement britannique. Ses messagers étaient arrivés les premiers. Il utilisa cette avance pour se positionner sur le marché obligataire et réalisa des gains colossaux. Les conteurs transformèrent plus tard cela en légende. Certains prétendent qu'il mit en scène des transactions dramatiques pour piéger le marché. D'autres disent qu'il a simplement agi vite sur la base d'une bonne information. La chorégraphie exacte fait encore débat. Ce qui est clair, c'est que les Rothschild sortirent des guerres napoléoniennes comme la famille de banquiers dominante en Europe. Ils prêtaient au gouvernement non par la conquête ou le pillage, mais par les obligations et les emprunts. Quand la Grande-Bretagne avait besoin d'argent pour faire la guerre ou construire des chemins de fer, les fonds Rothschild comblaient le fossé. Quand la France devait payer des réparations de guerre, la famille structurait les paiements. Lorsque de nouveaux États émergeaient et avaient besoin de capital pour mettre sur pied des ministères et des armées, c'était souvent un bureau Rothschild qui prenait le premier rendez-vous. Cela les rendait indispensables. Cela peignait aussi une cible dans leur dos. Car le réseau ne jurait allégeance à aucun drapeau unique. Il finançait l'expansion ferroviaire britannique, les emprunts d'État français, les projets industriels autrichiens. Il déplaçait le capital là où l'opportunité existait. La loyauté allait au système familial, qui flottait au-dessus des frontières. En temps de paix, c'était brillant. L'argent coulait entre Londres, Paris et Vienne. Les contrats se négociaient entre cousins, les profits s'empilaient à travers le réseau. En temps de guerre, ces mêmes cousins se retrouvaient dans des camps opposés du champ de bataille. L'empreinte de la famille était partout. La neutralité était impossible à expliquer et dangereuse à admettre. Waddesdon siégeait au sein de cette structure comme un nœud parmi d'autres, pas comme une succursale bancaire formelle. Ferdinand s'était retiré de la finance quotidienne, mais comme un espace sûr et poli où le pouvoir pouvait se rassembler. Ministres, investisseurs et envoyés étrangers pouvaient être divertis loin des débats parlementaires ou des bureaux de journaux. Des conversations qui auraient paru suspectes dans un comptoir de banque pouvaient avoir lieu autour d'un dîner ou lors d'une promenade dans les jardins, sans un seul livre de comptes en vue. Ces fêtes étincelantes du week-end servaient aussi de mission de reconnaissance discrète. Elles bâtissaient des relations. Elles rafraîchissaient les alliances. Pour Ferdinand et plus tard pour James, c'était ainsi qu'on maintenait la position de la famille sans signer de chèque devant les invités. On le faisait en connaissant tout le monde, en entendant tout, et en s'assurant que les gens qui comptaient se sentaient à l'aise dans votre maison. Qui se présentait à Waddesdon importait autant que ce qu'ils y faisaient.
Un ministre restant 2 nuits signifiait une ligne directe vers la pensée gouvernementale. Un diplomate étranger chassant le faisan sur le domaine signifiait des rumeurs précoces sur des frontières mouvantes ou des accords commerciaux. Le prince de Galles, se prélassant dans la bibliothèque avec un cigare, signalait la faveur royale, ce qui se traduisait par un accès facilité à tous les niveaux de la société et de la politique britannique. La maison n'a jamais été une seule chose. C'était une démonstration de goût, un aimant social et, discrètement, une pièce d'infrastructure financière. Un lieu où l'information, la confiance et l'influence circulaient aussi efficacement que l'argent. L'enchevêtrement moral derrière tout cela était rarement discuté en public. Les Rothschild finançaient des hôpitaux, des écoles, des œuvres de charité, des systèmes d'adduction d'eau. Ils finançaient aussi des guerres, des aventures coloniales et des politiques qui enrichissaient certains pays tout en drainant d'autres. Les mêmes prêts qui construisaient des lignes de chemin de fer à travers l'Europe aidaient à extraire les matières premières d'Afrique et d'Asie. Le même réseau qui calmait les marchés concentrait un pouvoir extraordinaire au sein d'un cercle très restreint de familles apparentées. Si Ferdinand, errant dans ses galeries la nuit, luttait avec ses contradictions, les archives ne nous le disent pas. Il n'existe pas de journal confessionnel expliquant comment il conciliait le Rembrandt au mur avec les batailles et les marchés qu'il avait payés. Ce que nous savons, c'est qu'il comprenait le marché fondamental. Le château sur la colline existait parce que la machine à argent existait. Et la machine à argent fonctionnait parce qu'elle était rapide, transnationale et loyale envers aucune entité autre qu'elle-même. C'était l'argent ancien dans l'une de ses formes les plus pures. Pas le conte de fées d'un génie solitaire devenant riche par le seul effort, bien que les Rothschild fussent indéniablement vifs et implacables, mais une richesse bâtie à travers un système qui vivait au-dessus des États-nations. Un capital qui se déplaçait plus vite que les lois ne pouvaient l'attraper. Un pouvoir qui répondait d'abord à l'intérêt familial et seulement de loin, voire pas du tout, au contrôle public. Waddesdon était magnifique. Les jardins étaient précis et théâtraux. L'art était digne d'un musée. Les invités se souviennent de la lueur des lustres, de la courbe des escaliers, de la symétrie parfaite des parterres de fleurs. Mais sous la surface, une question plus dure persistait dans chaque reflet poli. Qu'avait coûté toute cette beauté ? Et qui, exactement, en avait payé le prix ? Les invités voyèrent la perfection, les domestiques la rendèrent possible. Une journée à Waddesdon commençait bien avant le réveil de la famille. 4h30 du matin, 5h au plus tard. La maison devait être pleinement éveillée et fonctionnelle avant que quiconque à l'étage n'ouvre les yeux. Les filles de cuisine allumaient les fourneaux à charbon, ces bêtes de fer massives qui chauffaient les fours et l'eau pour toute une journée de cuisine. Les filles de plonge transportaient des seaux malgré la plomberie moderne de Waddesdon. La maison avait l'eau courante, un luxe, mais la cuisine dépendait encore d'un labeur manuel constant. Les femmes de chambre traversèrent les salons de réception, nettoyant les grilles, préparant des feux frais, époussetant des meubles qui avaient été époussetés hier et le seraient encore demain. Le majordome supervisait tout cela. À Waddesdon, sa position conférait une réelle autorité. Il gérait le personnel masculin, les valets de pied, les sous-majordomes, les garçons de hall. Il contrôlait la cave à vin, l'une des plus belles collections privées d'Angleterre. Il chorégraphiait le service pour des dîners pouvant asseoir 20 convives à travers une longue séquence de plats. En bas, sa parole était loi. La gouvernante détenait un pouvoir équivalent sur les femmes. Elle dirigeait les femmes de chambre, les caméristes et les blanchisseuses. Elle tenait les inventaires du linge, inspectait les chambres, vérifiait que chaque surface brillait. Ses standards étaient impitoyables. Une trace sur un miroir, un pli dans un drap, de la poussière dans un coin. N'importe lequel de ces détails pouvait signifier le renvoi. Ce n'était pas de la cruauté personnelle de la part de Ferdinand. C'était simplement ainsi que fonctionnaient les grandes maisons. Les domestiques devaient être invisibles et irréprochables. Les deux exigences se renforçaient mutuellement. Pour rester invisible, vous deviez faire votre travail si précisément que personne ne remarquait jamais que vous le faisiez. La hiérarchie en bas était rigide. Au sommet, le majordome et la gouvernante. Juste en dessous, les valets de chambre et les caméristes, ceux qui habillaient la famille et les invités, manipulaient les effets personnels, entretenaient les garde-robes. Sous cette strate venaient les valets de pied et les femmes de chambre. Plus bas encore, le personnel de cuisine. Et tout au fond du gouffre social,
Les filles de plonge et les garçons de peine, des adolescents effectuant les tâches les plus ingrates pour le salaire le plus maigre. Chacun connaissait sa place. Franchir une limite entraînait des conséquences immédiates. Les repas des domestiques étaient pris par roulement dans le hall des serviteurs, une vaste salle au sous-sol. Même ici, le statut dictait tout. Les domestiques supérieurs, majordomes, gouvernantes, valets de chambre, caméristes, mangeaient à l'écart du reste. Ils avaient une meilleure nourriture, servie dans une meilleure vaisselle, à une table où la conversation était autorisée. Les domestiques inférieurs mangeaient plus vite, parlèrent moins et retournaient directement à leurs tâches. Le système de sonnette contrôlait le mouvement comme un système nerveux. Chaque pièce importante à l'étage disposait d'un cordon. Lorsqu'on le tirait, une cloche correspondante tintait en bas, dans le couloir de service. Des ressorts et des câbles couraient à travers les murs, reliant les deux mondes. Chaque cloche avait sa propre tonalité. Le personnel expérimenté pouvait identifier la pièce appelante au seul son. Quand une cloche sonnait, quelqu'un bougeait immédiatement. La famille et ses invités n'attendèrent pas. Ce que les domestiques pensaient réellement de leurs employeurs ne nous parvient que par fragments. Une poignée de lettres, quelques journaux intimes, des notes occasionnelles dans les registres de la maison. Mis bout à bout, ils forment un tableau complexe. Selon les normes de l'époque, les Rothschild payaient bien, mieux que de nombreuses maisons aristocratiques. Le travail était épuisant, les heures longues, mais les salaires étaient compétitifs et généralement versés à l'heure. Certains restèrent des décennies, ce qui suggère qu'ils trouvaient les conditions acceptables, peut-être même préférables au travail en usine ou au service dans des foyers plus durs. Pourtant, la conscience de la différence ne disparaissait jamais. Les Rothschild étaient étrangers, juifs. Le personnel comprenait que cela façonnait la manière dont le monde extérieur voyait leur maître et, indirectement, la manière dont on les voyait, eux, pour servir dans une maison Rothschild. Certains tiraient une fierté de cette association. Travailler à Waddesdon signifiait travailler dans l'une des grandes maisons d'Angleterre. Le prince de Galles dormait dans des draps qu'ils avaient bordés. Des ministres mangèrent des plats qu'ils avaient portés. Ce genre de prestige par procuration comptait, même s'il était conditionnel. D'autres étaient plus partagés. Les lettres d'anciens employés qui refont surface dans les archives décrivent la famille comme assez gentille ou juste, mais aussi exigeante et très pointilleuse. L'implication est claire, c'était un emploi, pas une parenté. La relation était transactionnelle. Le respect existait, mais il circulait essentiellement dans un sens, vers le haut. Et sous tout cela, reposait le déséquilibre fondamental du pouvoir. Un domestique pouvait être renvoyé pour presque n'importe quoi. Une erreur, une plainte, un heurt avec un supérieur. Le renvoi signifiait la perte instantanée du revenu et du logement. La plupart vivaient sur le domaine. Et, pire que tout, la perte de la référence. Sans une bonne lettre de recommandation, trouver un autre poste devenait presque impossible. Les Rothschild n'étaient pas des tyrans notoires. Selon la plupart des témoignages, ils traitaient leur personnel mieux que beaucoup de leurs pairs. Mais la gentillesse, depuis une position de contrôle total, reste une forme de contrôle. Un maître bienveillant reste un maître. Les domestiques de Waddesdon maintenirent la machine en marche. Ils entretenaient l'illusion que la richesse et la beauté existaient naturellement, que les cheminées s'allumèrent d'elles-mêmes et que les repas de 12 plats apparaissaient sans planification ni sueur. Ils ont rendu possible la performance d'appartenance de Ferdinand, et plus tard, la performance de continuité de James. Ils faisaient tout cela en sachant que peu importe l'importance cruciale de leur travail, ils ne dîneraient jamais dans le grand hall à l'étage, ne s'assieraient jamais pour lire dans la bibliothèque, ne posséderaient jamais rien qui ressemble de près ou de loin aux objets qu'ils nettoyaient et polissaient chaque jour. C'était là le pacte. C'était ainsi qu'opérait la vieille fortune. Pas seulement comme une accumulation de capital, mais comme une accumulation de labeur invisible. L'effort d'autrui bâti dans les murs, puis effacé du récit. La maison est toujours debout. Les sonnettes pendent toujours dans les couloirs du bas. Silencieuses désormais, simple pièce de musée. Mais jadis, elles sonnaient constamment, et chaque fois, quelqu'un courait. Les domestiques connaissèrent leur place dans la hiérarchie. Les Rothschild connaissèrent la leur aussi. Elle était juste moins clairement marquée. En 1898, l'année même de la mort de Ferdinand,
Une caricature parut dans un journal français. Elle montrait une figure grotesque aux traits exagérés, au nez crochu, les mains griffues en serrant un globe étiqueté Finance mondiale. La légende disait simplement « Rothschild ». Ce n'était pas inhabituel. Des caricatures comme celle-ci paraissaient régulièrement à travers l'Europe, en Allemagne, en Autriche, en France et en Angleterre. Les détails changeaient légèrement. Parfois, la figure serrait des sacs d'argent, parfois elle manipulait des ficelles de marionnettes attachées à de minuscules politiciens, parfois les deux à la fois. Mais le message ne changeait jamais. Les Rothschild comme force sinistre, inhumaine, contrôlant secrètement les événements mondiaux. Ce n'étaient pas des tracts clandestins. Ils paraissaient dans la presse grand public, dans des magazines populaires vendus au coin des rues, dans des pamphlets politiques circulant dans les parlements. L'antisémitisme était décontracté, normalisé, tissé dans la vie publique quotidienne. Et pourtant, le prince de Galles continuait ses visites à Waddesdon. La reine Victoria avait assisté à des mariages Rothschild. La famille portait des titres, baron Ferdinand, baron Lionel, baron Nathaniel, accordés par la couronne britannique et d'autres monarques européens. Ils étaient sur les listes d'invités pour les occasions d'État. Leurs donations financèrent des hôpitaux, des écoles, des parcs. Des bâtiments à Londres et Paris portaient leur nom. C'était le paradoxe. Les Rothschild vivaient à l'intérieur de cette contradiction, à la fois essentiels et méprisés, accueillis et moqués, puissants et exposés. L'aristocratie anglaise incarnait parfaitement cette dualité. Ils venaient aux fêtes de Waddesdon. Ils admiraient les collections. Ils se tournaient vers les banques Rothschild quand leur propre domaine avait besoin d'être sauvé. Certains épousèrent même des filles Rothschild quand les dots étaient assez importantes pour colmater leurs finances. Et puis, ils rentrèrent chez eux et en plaisantaient. Le langage était souvent codé. Les mémoires et les lettres faisaient référence à nos amis israélites. Les descriptions des maisons Rothschild mentionnaient un goût oriental. Les compliments sur l'hospitalité arrivaient avec de subtiles nuances. Ce n'était pas tout à fait le style anglais, pas tout à fait la même chose qu'un week-end chez le duc de Devonshire. Les Rothschild entendaient tout cela. Ils étaient trop vifs, trop connectés pour l'ignorer. Ferdinand lisait les journaux, il voyait les caricatures. Il recevait des lettres de parents sur le continent décrivant pire encore. Attaques de rue, boycott, nouvelles lois restreignant les commerces juifs, campagne politique entièrement bâtie sur l'hostilité envers la richesse juive. Sa réponse fut de construire plus haut, de raffiner davantage, de rendre Waddesdon si magnifique qu'il ne pourrait être balayé d'un revers de main. S'il devait ricaner de toute façon, qu'il ricane devant un château Renaissance rempli de chefs-d'œuvre que leur propre famille avait été forcée de vendre pour payer leurs dettes. C'était de l'architecture défensive, pas seulement des murs de pierre et des tours, mais du goût et de l'élégance affûtés comme un bouclier contre les préjugés. Chaque dîner impeccable était une pièce à conviction. Chaque visite royale était une nouvelle ligne de preuve. « Voyez », semblait insister la maison. « Regardez ce que nous avons créé. Regardez comme nous comprenons bien votre monde. Regardez comme nous appartenons. » Mais l'appartenance achetée par la perfection est épuisante. Car une fois que la perfection devient le billet d'entrée, elle doit être maintenue. Toujours. Un scandale, un faux pas, un moment où l'on paraît trop juif, ou trop étranger, ou trop agressivement riche dans le mauvais contexte, et l'acceptation fragile pourrait voler en éclats. Les Rothschild ne pouvaient pas se permettre d'être simplement compétents. Ils devaient être exceptionnels dans toutes les directions. Leur maison devait être plus impressionnante, leurs fêtes plus polies, leur philanthropie plus visible, leurs affaires plus discrètes. Tout échec semblait confirmer ce que les caricatures prétendaient déjà, qu'ils étaient des intrus jouant à se déguiser en aristocrates. Cette pression s'infiltrait partout, dans l'attention obsessionnelle aux détails à Waddesdon, dans les listes d'invités soigneusement triées, dans les donations politiques réparties entre les partis pour que, quel que soit le vainqueur des élections, quelqu'un au sommet se sente redevable à la famille, dans la stratégie des mariages au sein du clan, gardant l'argent et l'influence hermétiquement contenue, dans le silence discipliné chaque fois qu'une nouvelle caricature apparaissait. Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, ne jamais nourrir le feu.
C'était une stratégie de survie portant le masque du succès sans effort. Et cela fonctionna jusqu'à un certain point. La famille garda son pouvoir. Waddesdon garda son éclat. Le réseau bancaire continua de ronronner, mais en dessous, il y avait cette conscience constante que rien de tout cela n'était garanti, que les invitations pouvaient se tarir, que les honneurs pouvaient être retirés, que les fondations sous le château étaient conditionnelles d'une manière qu'elles ne l'étaient pas pour les familles dont les noms remontaient au Domesday Book. L'aristocratie anglaise pouvait tracer ses lignées jusqu'aux chevaliers ayant traversé la Manche avec Guillaume le Conquérant en 1066. L'histoire des Rothschild, elle, serpentait à travers le ghetto de Francfort, ces ruelles où les Juifs étaient enfermés à la nuit tombée, restreints dans leur commerce, traités par la loi comme d'éternels étrangers. Ferdinand n'était parti que depuis une génération, mais la famille portait cette mémoire comme une seconde colonne vertébrale. Elle façonnait leurs instincts, leur posture défensive, ce besoin implacable de contrôle et de raffinement. L'histoire leur avait appris que la sécurité est toujours temporaire, qu'être à la fois adulé et haï est la norme, et que l'on peut posséder un palais sans jamais posséder totalement sa place dans le pays qui l'entoure. Les caricatures continuèrent de paraître, les invitations continuèrent d'arriver, et les Rothschild continuèrent de marcher sur ce fil impossible, assez visible pour compter, pas assez pour devenir l'ennemi idéal. Assez riche pour être respecté, pas assez ostentatoire pour faire bouillir le ressentiment. Assez juif pour rester eux-mêmes, pas assez pour que la société chrétienne se détourne. C'était un équilibre que personne ne pouvait tenir éternellement. Puis, le monde se brisa. Le numéro d'équilibriste prit fin en août 1914. Lorsque la guerre éclata à travers l'Europe, le réseau bancaire Rothschild, conçu pour flotter au-dessus des frontières, bâti sur les liens du sang entre les capitales, devint soudainement inopérant. Les nations exigeaient une loyauté claire. Vous étiez britannique, ou allemand, ou français, ou autrichien. Vous ne pouviez pas être tout cela à la fois. Des cousins qui avaient travaillé ensemble pendant des décennies se réveillèrent dans des camps opposés du même conflit. Les Rothschild de Londres étaient désormais britanniques. Ceux de Vienne et de Francfort appartenaient aux puissances centrales. Ceux de Paris étaient français. La même famille, des uniformes différents, des drapeaux différents. Cela créa des situations sans issue. Lionel Walter Rothschild, le neveu de Ferdinand, était un citoyen britannique avec des parents proches en Allemagne. En public, il soutenait l'effort de guerre britannique sans hésitation. Mais au même moment, certains de ses cousins voyaient leurs entreprises étiquetées comme « avoirs ennemis », non pour ce qu'ils avaient refait, mais pour l'endroit où ils vivaient. Que faites-vous quand votre propre famille est officiellement l'ennemi ? La réponse pratique fut le silence. La Maison de Londres coupa toute communication formelle avec Vienne et Francfort. Des liens commerciaux qui avaient fonctionné sans heurts pendant près d'un siècle furent suspendus ou discrètement dénoués. Le réseau familial, qui avait été leur plus grand avantage concurrentiel, se mua en danger mortel. Chaque branche devait désormais prouver sa loyauté à son propre gouvernement. Et la façon la plus simple de le faire était d'agir comme si les autres n'existaient pas. Mais en dessous, une fissure plus profonde se formait. La guerre déchira l'illusion de sécurité que des lieux comme Waddesdon avaient été construits pour projeter. Le domaine lui-même se trouvait loin de toute ligne de front. Le Buckinghamshire ne vit pas les troupes allemandes. Aucune tranchée ne fut creusée dans le parc de Ferdinand. Aucun obus ne tomba sur ses tours. Mais la guerre franchit tout de même les grilles, portée par les hommes qui partirent et ne revinrent pas. Le personnel de Waddesdon fondit brutalement. Valets de pied, garçons de hall, jardiniers s'enrôlèrent. Le sous-majordome, le second valet, 3 garçons d'écurie, tous signèrent leur nom dans les bureaux de recrutement et partirent pour la France. Certains revinrent blessés, certains revinrent dans des cercueils, certains ne revinrent jamais. Leurs noms sont gravés sur le monument aux morts du domaine, érigé après les combats. Une pierre simple, une liste sculptée par ordre alphabétique, aucune séparation entre les domestiques et la famille. Dans la mort, pour une fois, la hiérarchie se taisait. La maison continua de tourner, mais à peine. James de Rothschild, qui avait hérité de Waddesdon de sa mère Alice, s'engagea lui-même. Il servit avec distinction, fut blessé, puis retourna au devoir. Pendant son absence, le château resta presque vide. Un personnel réduit le maintenait en vie au ralenti,
Feux allumés, entretien de base effectué, dans l'attente d'une version du monde qui ne reviendrait jamais totalement. Les dégâts sur la toile Rothschild au sens large furent bien pires. La branche de Vienne, jadis parmi les plus puissantes, fut martelée par l'effondrement de l'Autriche-Hongrie. Propriété saisie, avoir gelé ou réduit à néant. La maison de Francfort fit face à une pression similaire dans une Allemagne vaincue. Ce qui avait pris 100 ans à assembler se fractura le long de lignes nationales tranchantes qui existaient à peine lorsque le système fut bâti. Et sous tout cela reposait une réalisation brutale. L'argent ne pouvait isoler personne du massacre industriel. Les Rothschild avaient financé des chemins de fer et des gouvernements. Ils avaient garanti des dettes nationales, construit des palais, acheté des chefs-d'œuvre. Ils avaient reçu des princes et des premiers ministres sous des plafonds peints à leur fin. Rien de tout cela ne comptait face aux mitrailleuses et aux obus explosifs. Quand des millions d'hommes furent mobilisés pour tuer et être tués, aucun château sur une colline ne pouvait garantir que son personnel ou ses propriétaires seraient épargnés. Le rêve de Ferdinand, la sécurité par le succès, semblait de plus en plus fragile. Vous pouviez bâtir la maison parfaite, la remplir de beauté et d'invités triés sur le volet, prouver encore et encore que vous aviez du goût, un statut et un droit d'appartenance. Et puis la guerre arrivait, et les garçons qui avaient poli votre argenterie mouraient dans la boue française, et votre entreprise transnationale était déchirée le long des lignes de front. Toute cette perfection révélait finalement le peu de choses qu'elle pouvait contrôler. La complexité morale de la position familiale devint plus difficile à ignorer. Les Rothschild avaient aidé à émettre les obligations qui finançaient la guerre de tous les côtés. Prêts de guerre britannique, emprunts d'État français, reconstruction d'après-guerre. Ils touchaient des commissions et des intérêts sur les mécanismes de la guerre, alors même que ces mécanismes détruisaient des gens qu'ils connaissaient. Ils n'étaient pas les seuls. La plupart des grandes banques firent de même. Mais le nom Rothschild en faisait une cible parfaite. Pendant et après la guerre, les propagandistes antisémites clamèrent que les financiers juifs avaient causé le conflit. Les vieilles caricatures devinrent plus acérées. De nouvelles affiches et pamphlets propulsèrent des histoires encore plus folles. On accusa les Rothschild de profiter du sang chrétien de manipuler les cabinets ministériels vers la guerre par pur appât du gain. Certaines accusations frôlaient une vérité inconfortable, bien que pas dans le sens voulu par les agitateurs. La famille a profité de la finance de guerre, tout comme les banques britanniques, allemandes ou françaises. La différence, c'est que lorsque des banques détenues par des chrétiens gagnaient de l'argent avec la guerre, cela pouvait être présenté comme un service patriotique. Quand des banques juives faisèrent de même, c'était la preuve supposée d'un complot occulte. Quand James revint à Waddesdon après 1918, il trouva une maison à la fois inchangée et totalement différente. Les murs tenaient toujours debout. Les collections étaient toujours en place. Les jardins pouvaient être ramenés à leur ordre parfait, mais le personnel était plus clairsemé, l'atmosphère plus lourde. Les fêtes reprirent, mais elles portaient désormais une tonalité différente. Moins de certitude, moins de croyance que le monde pouvait être plié à volonté par le charme, la précision et la performance. Le monument aux serviteurs morts se dressait sur le terrain, rappel silencieux et obstiné que le château avait failli à sa promesse la plus profonde. Il avait été construit pour symboliser la protection, la sécurité, la distance face au chaos. Pourtant, le chaos était arrivé, et il avait emporté de jeunes hommes qui avaient allumé les feux, servi le vin et taillé les haies. Des hommes qui avaient maintenu l'illusion en marche. Leur nom dans la pierre était désormais la chose la plus honnête du domaine, fixe, indiscutable, permanent d'une manière que l'ingénierie sociale de Ferdinand ne l'avait jamais vraiment été. La guerre prit fin en 1918, mais pour Waddesdon et pour la famille qui l'avait élevé, quelque chose de fondamental avait été brisé. La croyance que la richesse pouvait acheter une sécurité durable s'était envolée, et au-delà de l'horizon, quelque chose de pire encore se rassemblait. Les fêtes revinrent, mais elles étaient différentes. James de Rothschild rouvrit totalement Waddesdon au début des années 1920. La maison fut récurée du grenier à la cave. Les jardins furent ramenés à la symétrie, le personnel fut réembauché, bien que jamais tout à fait aux effectifs d'avant-guerre. Les lustres flamboyèrent à nouveau. Les invités revinrent pour des week-ends qui, en surface, ressemblaient remarquablement à ceux que Ferdinand avait organisés 3 décennies plus tôt. Mais sous le vernis, chacun sentait combien la couche était devenue fine.
Les années de l'entre-deux-guerres furent étranges pour des lieux comme Waddesdon. D'un côté, il y avait une sorte de glamour obstiné. Des voitures rapides remontaient désormais l'allée. Rolls-Royce, Bentley, des machines rutilantes qui faisaient passer les vieilles calèches pour des pièces de musée. Le jazz crépitait sur les gramophones. Les ourlets des robes des femmes remontaient. Les cocktails commençaient à évincer les rigides dîners victoriens à multiples services, bien que ceux-ci apparussent toujours quand l'occasion exigeait du cérémonial. C'était l'arrivée fracassante de la modernité au château. L'argent frais côtoyait les vieilles fortunes. Les héritières américaines s'achetaient des titres européens, et les codes sociaux, jadis gravés dans le marbre, commençaient à s'effriter. En théorie, cette ouverture aurait dû faciliter la vie des Rothschild. Si les vieilles barrières tombaient, si la société s'ouvrait, alors une famille de banquiers juifs possédant un château français en Angleterre aurait dû s'y fondre plus naturellement. Mais la haine, elle aussi, se modernisait. En Allemagne, la République de Weimar tanguait entre inflation, coup d'État et violence de rue. Les nazis, d'abord un parti marginal au début des années 1920, grossirent jusqu'à devenir une menace existentielle. Leur propagande faisait une fixation sur la finance juive et lui donnait un visage. Ils ne parlèrent pas de banquiers abstraits. Ils donnaient des noms. Et le nom Rothschild revenait sans cesse dans leurs pamphlets et leurs discours. Un raccourci commode pour tout ce qui, selon eux, empoisonnait l'Allemagne. Il n'y avait rien de subtil. Les journaux nazis imprimaient des listes de commerces juifs à boycotter, des annuaires de professionnels à éviter, des affiches appelant ouvertement à briser la richesse et l'influence juive. Les Rothschild trônaient au sommet de ces listes, symbole parfait pour une haine qui avait besoin d'une cible facile. Ces nouvelles parvenaient à Waddesdon par courrier, envoyées par des parents restés à Francfort et Vienne. Le ton s'assombrissait chaque année. Restrictions commerciales, exclusion des clubs, passages à tabac dans la rue, vitrines brisées. Les branches allemandes et autrichiennes de la famille étaient sous pression constante. Des propriétés étaient saisies sous des prétextes légaux, des comptes gelés. La machine de l'État se retournait, étape par étape, contre l'argent juif. James lisait ses lettres dans la bibliothèque de Waddesdon, cette même pièce où Ferdinand avait jadis diverti le prince de Galles, où les ministres avaient discuté politique autour d'un cognac, où l'illusion d'une sécurité inébranlable avait été si soigneusement entretenue. Cette illusion se fissurait désormais à l'échelle du continent. En France, où une autre branche majeure de la famille opérait, la situation semblait différente, mais guère plus confortable. L'antisémitisme français avait sa propre saveur, moins ouvertement violent que celui qui germait en Allemagne, mais tenace et profondément enraciné. L'affaire Dreyfus avait déjà montré à quelle vitesse des accusations contre un seul officier juif pouvaient déchirer le pays. Les Rothschild de Paris continuaient, maintenant leurs banques et leurs rangs, mais avec une prudence croissante. L'Angleterre semblait encore plus sûre. L'antisémitisme britannique existait, certes. Les blagues de salon, les portes de clubs qui restaient closes, les affronts désinvoltes n'avaient jamais disparu. Mais ce n'était pas encore cette brutalité systématisée et pilotée par l'État qui se formait en Allemagne et en Autriche. Les Juifs britanniques faisaient face à des préjugés et des plafonds de verre, pas à une élimination organisée. Waddesdon commença à fonctionner de plus en plus comme un refuge. Des membres de la famille arrivaient de France, d'Autriche, d'Allemagne, des cousins dont les affaires avaient été minées, des parents poussés hors de leur poste ou harcelés. La maison que Ferdinand avait bâtie pour prouver que les Rothschild appartenaient à la haute société européenne servait désormais de planque pour des parents à qui l'on hurlait officiellement et bruyamment qu'ils n'appartenaient nulle part. Les rassemblements prirent une double vie. Les week-ends avec des invités britanniques, tout semblait normal. Fusil sur l'épaule le matin, parties de chasse dans les champs, dîners formels, conversations fluides sous les lustres. La performance du loisir aristocratique restait intacte. Mais les semaines plus calmes, quand seule la famille était présente, l'ambiance basculait. Dans les mêmes salons, les conversations tournaient autour des itinéraires d'évasion et des dates butoirs. Que faire de la maison de Francfort ? Fallait-il se retirer entièrement de Vienne ? Comment déplacer les parents vulnérables vers Londres ou Paris avant que les frontières ne se resserrent davantage ? James tentait de maintenir les deux mondes. Le Waddesdon public, élégant, généreux, connecté à la politique britannique,
et le Waddesdon privé, une salle d'opération pour une famille assiégée, dessinant des plans de survie dans des espaces conçus pour le divertissement. La collection d'art que Ferdinand avait assemblée avec tant de soin prit alors une seconde signification. Ce n'était plus seulement de beaux objets à accrocher au mur ou posés sur des piédestaux, c'était de la richesse condensée, portable, des actifs qu'on pouvait déplacer rapidement, cacher si nécessaire ou vendre pour financer une fuite. Des tableaux commencèrent à voyager discrètement vers des coffres londoniens, vers des entrepôts parisiens, où ils seraient peut-être plus en sécurité que sur les murs de maisons menacées. Au milieu des années 1930, personne ne pouvait plus prétendre ignorer ce qui se passait en Allemagne. Hitler était au pouvoir. Les lois de Nuremberg dépouillaient les Juifs de leur citoyenneté et de leurs droits. La banque Rothschild de Francfort, le berceau où Mayer Amschel avait jadis prêté des pièces depuis une petite maison, fut forcée de fermer. Cette maison ancestrale fut saisie. Puis, 20 novembre 1938. Des lettres et des télégrammes arrivèrent à Waddesdon décrivant la nuit de cristal, synagogues en feu, boutiques juives pillées, hommes traînés hors de chez eux et battus. Ce n'était pas une fureur aléatoire. C'était une violence d'État coordonnée. James convoqua une réunion de famille à Waddesdon fin 1938. L'ordre du jour était brutalement simple. Survie. Comment extraire les derniers parents d'Allemagne et d'Autriche? Comment protéger les actifs encore mobiles? Comment garder en vie les parties encore fonctionnelles de l'empire bancaire, tout en acceptant que certaines branches devaient être abandonnées? Le château, assis sur sa colline anglaise, semblait à la fois abrité et exposé. Géographiquement, il était loin du pire de la violence. Mais symboliquement, c'était exactement le genre de lieu que les fascistes adoraient pointer du doigt. Une richesse juive visible, bâtie pour projeter de l'influence. Les caractéristiques mêmes qui avaient fait de Waddesdon un triomphe en faisaient désormais une cible parfaite dans n'importe quel récit sur la puissance juive. La beauté du lieu ne s'effaça pas. Les parterres étaient toujours taillés au cordeau. Les fontaines jouaient toujours. Les tableaux brillaient toujours derrière leurs vitres. Mais c'était une beauté sur de la glace fine. Tout le monde sentait les craquements, même sans voir encore la profondeur de l'abîme. En 1939, la question n'était plus de savoir si la guerre reviendrait en Europe. C'était de savoir quoi et qui serait encore debout quand elle serait finie. Ferdinand avait bâti Waddesdon pour l'éternité, pour clouer la permanence au sol, pour prouver que les Rothschild avaient à leur place en Europe autant que n'importe quelle famille avec un blason plus vieux que l'imprimerie. 60 ans plus tard, l'Europe s'apprêtait à se déchiqueter de nouveau. Et cette fois, les Rothschild n'étaient pas de simples symboles commodes dans des caricatures. Ils étaient nommés explicitement comme ennemis. Les lumières de Waddesdon allaient bientôt s'éteindre. Et cette fois, personne ne pouvait être sûr qu'elles se rallumeraient un jour. L'ordre de blackout tomba en septembre 1939. Chaque fenêtre de Waddesdon dut être couverte. D'épais rideaux furent installés. Du ruban adhésif fut collé en croix sur les carreaux pour limiter les éclats en cas d'explosion. Les lustres qui avaient jadis symbolisé la victoire de Ferdinand sur les ténèbres, la lumière électrique flamboyant dans la campagne quand les villages voisins s'éclairaient encore au gaz, s'éteignirent. La maison devint une ombre d'elle-même. James de Rothschild rejoignit l'armée à nouveau, malgré la quarantaine passée. Il avait servi lors de la Première Guerre mondiale, avait été blessé, y était retourné. Maintenant, il recommençait. La maison de la famille à Londres fut fermée. Waddesdon devint le refuge principal, mais seulement dans une version dépouillée, creuse. La plupart des domestiques étaient partis, engagés ou conscrits, absorbés par des usines qui produisaient désormais des armes au lieu de biens de consommation. L'équipe squelettique restée sur place maintenait le strict minimum, empêchant l'humidité de ronger les murs, empêchant le parc de retourner à l'état sauvage. Les jardins formels furent largement abandonnés. Les serres, qui avaient autrefois produit des fleurs exotiques pour les fêtes de Ferdinand, furent reconverties pour faire pousser des légumes. C'était pratique et c'était symbolique. La maison bâtie pour exposer le raffinement se concentrait désormais sur la simple survie. C'est alors qu'arriva une requête discrète du gouvernement britannique. La National Gallery à Londres avait besoin d'un abri sûr. Les raids aériens allemands menaçaient les musées de la capitale. Des peintures et des sculptures inestimables devaient être évacuées vers des lieux sécurisés, secs et stables.
Waddesdon, avec ses murs épais, ses salles fortes et sa distance de la ville, était l'endroit idéal. Les caisses arrivèrent en 1940. Des toiles soigneusement emballées, des sculptures enveloppées de protection, des œuvres de Rembrandt, de Gainsborough, de Reynolds. Des pièces qui définissaient l'identité culturelle britannique, désormais cachées dans le sous-sol d'une maison construite par des immigrants juifs pour prouver qu'ils comprenaient la culture européenne aussi bien que quiconque. Personne n'a manqué l'ironie de la situation. La maison devint un étrange hybride. Une part de manoir vide, une part de zone de transit militaire, des troupes cantonnaires parfois sur le domaine, et une part de coffre-fort secret pour une collection nationale. Le grand hall d'entrée, où Ferdinand avait jadis reçu des princes, abritait désormais des caisses empilées marquées de numéros d'inventaire, en lieu et place des invités en tenue de soirée. Pendant ce temps, à travers l'Europe, les pires craintes de la famille devenaient réalité. L'hôtel particulier des Rothschild à Paris fut saisi par les nazis en 1940, après la chute de la France. Des officiers allemands prirent possession des lieux. Hermann Göring choisit personnellement des pièces de la collection Rothschild pour son butin privé. Ce vol n'était pas un pillage aléatoire. Il était planifié, consigné et exécuté par l'État nazi. Les propriétés de Vienne avaient déjà été prises. La maison de Francfort était détruite. Les parents qui n'avaient pas fui furent assassinés. Le nombre exact ne sera jamais entièrement connu. Les registres de l'Holocauste étaient incomplets et certains furent délibérément effacés. Mais des membres de la famille Rothschild moururent dans les camps. Le nom qui avait jadis été synonyme de richesse et de pouvoir n'offrait aucune protection contre un système conçu pour exterminer. Les lettres parvenaient à Waddesdon au compte-gouttes, via des pays neutres et des canaux retardés. Chaque enveloppe apportait des nouvelles plus sombres. Cousins disparus, foyers vidés, entreprises dissoutes par décret, comptes bancaires siphonnés sous le couvert de la loi. Le réseau européen qui avait nécessité 5 générations à bâtir était méthodiquement démantelé. James, servant sous l'uniforme britannique, recevait ses mises à jour entre deux devoirs. La dissonance était brutale. Il se battait pour défendre l'Europe tout en apprenant que cette même Europe effaçait la place de sa famille en son sein. Il se battait pour la civilisation alors que cette même civilisation révélait ce dont elle était capable. Waddesdon tenait bon. Le toit était intact. Les murs tenaient. Les tableaux stockés dans son sous-sol survivèrent sans dommage. Mais le monde qu'il incarnait, cette croyance que l'argent, l'art et une chorégraphie sociale minutieuse pouvaient créer une sécurité durable, avait disparu. Certains Rothschild ayant fui vers l'Angleterre passèrent du temps à Waddesdon pendant la guerre. Des réfugiés dans une maison que leurs propres parents avaient construite pour annoncer leur triomphe. Le château devint enfin ce qu'il avait toujours menacé de devenir, non pas un symbole d'acceptation, mais une véritable forteresse. Non pas une déclaration d'appartenance, mais un endroit où se cacher. Le village voyait la guerre différemment. Tickets de rationnement, sirènes et couvre-feu, fils et frères partis au front. Mais il regardait aussi Waddesdon changer. Le grand domaine qui avait semblé séparé de la vie ordinaire faisait désormais partie de l'urgence nationale. Les Rothschild, dont on avait longtemps chuchoté qu'ils étaient étrangers et suspects, étaient soudain visibles, dans le même camp que tout le monde. Cela n'effaçait pas des siècles d'antisémitisme, mais cela compliquait le récit. Il était difficile de prétendre que les Rothschild étaient déloyaux quand James portait le kaki britannique et que les caves de Waddesdon abritaient les peintures que tout le pays revendiquait comme siennes. En 1945, la guerre en Europe s'acheva en titubant. Les caisses du sous-sol de Waddesdon furent ouvertes et renvoyées à Londres. La National Gallery récupéra ses œuvres intactes. La maison avait fait son travail. Elle avait protégé ce qui avait été confié à sa garde. Pourtant, lorsque James rentra chez lui et arpenta les pièces résonnantes, la victoire avait un goût de cendre. Le bâtiment était debout. La branche britannique de la famille avait survécu. Mais la toile qui s'étendait jadis à travers l'Europe était en lambeaux. Les branches continentales avaient disparu ou étaient étripées. Des membres de la famille étaient morts. Des propriétés effacées. L'empire bancaire qui glissait autrefois si aisément par-dessus les frontières était désormais confiné à une poignée de pays où les Rothschild avaient encore un point d'ancrage. Le château de Ferdinand avait survécu à la guerre dans sa pierre et son ardoise. Mais le monde pour lequel il avait été bâti,
Cette Europe aristocratique et cosmopolite où les familles puissantes pouvaient opérer au-dessus des nations s'était évanouie. Que fait-on d'un palais conçu pour un monde qui n'existe plus? Cette question allait façonner le prochain chapitre de l'histoire de Waddesdon. Mais d'abord, quelqu'un devait décider s'il était même possible de le garder. James traversa Waddesdon en 1945 et vit un problème sans solution évidente. La maison était structurellement saine, la collection d'art intacte. Les jardins pouvaient être ressuscités avec assez d'argent, de temps et de personnel. Mais la réalité économique était implacable. Maintenir en vie un château de cette taille exigeait un flux de trésorerie monumental. Et dans le Nouveau Monde, cette dépense nécessitait une raison. Avant la guerre, la justification était claire. Waddesdon était une infrastructure sociale pour la puissance bancaire de la famille, une scène pour recevoir, pour bâtir des relations, pour renforcer la position des Rothschild dans la haute société britannique. La maison n'était pas juste un coût, c'était un outil, un investissement en influence et en accès. La Grande-Bretagne d'après-guerre était une autre planète. Le système aristocratique que Ferdinand avait passé sa vie à essayer d'intégrer s'effondrait. Les droits de succession et les impôts sur l'héritage fracassèrent les domaines terriens à travers le pays. Les maisons de campagne étaient dépouillées, abandonnées, démolies ou cédées pour devenir des écoles, des hôpitaux, des collèges militaires. Les grandes réceptions du week-end s'arrêtaient, non parce que les gens n'en voulèrent plus, mais parce que presque personne ne pouvait plus se permettre de les organiser. Les opérations bancaires Rothschild avaient survécu, mais sous une forme réduite, remodelée. L'ancien réseau européen était fracturé. Le besoin d'un grand domaine anglais pour impressionner les cousins continentaux et les clients avait largement disparu. Beaucoup de ces cousins étaient morts ou dispersés. Ces clients traitaient désormais avec de nouvelles institutions dans un nouvel ordre financier. Sur le papier, James avait des options évidentes. Il pouvait vendre Waddesdon, trouver un acheteur prêt à assumer l'entretien, démanteler ou vendre la collection aux enchères, céder la maison à une institution et s'en aller. D'autres familles dans des positions similaires faisaient exactement cela, chaque mois. Mais il y avait quelqu'un qui ne pouvait accepter cette réponse. Dorothy de Rothschild, l'épouse de James. Elle voyait autre chose quand elle regardait Waddesdon. Elle comprenait que c'était plus qu'un beau problème coûteux. C'était un document de pierre et de bois, l'enregistrement d'un moment particulier de l'histoire européenne, un monument à ce qu'une famille de banquiers juifs avait bâti et à ce à quoi elle avait survécu. La preuve d'un succès extraordinaire et en même temps d'une vulnérabilité profonde. Le vendre simplement ou le laisser pourrir lui semblait revenir à arracher un chapitre de l'histoire. Pourtant, le garder comme maison de famille privée semblait de plus en plus irréaliste. La solution vers laquelle ils se dirigèrent était radicale pour l'époque. Collaborer avec le National Trust, une organisation britannique créée pour préserver les lieux d'importance historique et faire passer Waddesdon du statut de palais privé à celui de patrimoine public. Ce ne fut pas un simple acte de charité. Les négociations furent détaillées et rudes. La famille conserverait certains droits et une voix au chapitre sur la gestion. La maison serait préservée selon des normes convenues. Le cœur de la collection d'art resterait groupé sur place. L'accès au public serait offert mais soigneusement contrôlé, afin que la propriété soit protégée alors même que des gens qui n'auraient jamais été invités du temps de Ferdinand pourraient enfin traverser ces pièces. Accepter cela revenait à admettre une chose que Ferdinand avait passé sa vie à repousser, que la plus grande valeur de Waddesdon résidait désormais dans son sens historique et non dans son usage comme symbole de statut privé. Que sa signification dépassait la famille, que le moyen le plus sûr de sauver ce qu'il avait créé était de renoncer à sa propriété exclusive. James mourut en 1957 avant que la transition complète ne puisse être achevée. Dorothy porta le projet. L'arrangement formel avec le National Trust fut finalisé dans les années 1950, bien que la famille restât impliquée dans la gestion et continua d'ajouter des pièces aux collections. Waddesdon acquit une nouvelle identité, non plus une résidence privée jouant la comédie de l'appartenance aristocratique, mais un musée et un site patrimonial, tentant, d'abord prudemment, de reconnaître son histoire en strates tout en préservant sa splendeur visuelle. Mais la véritable préservation exigeait de l'honnêteté. Et l'honnêteté signifiait poser les questions que les générations précédentes avaient le plus souvent évitées. Que faisait exactement Ferdinand quand il a construit cet endroit ?
Comment, spécifiquement, l'argent qui a payé chaque pierre et chaque tableau a-t-il été gagné? Où étaient les histoires des gens d'en bas, ces domestiques dont le labeur avait rendu possible l'illusion d'un luxe sans effort? Comment l'antisémitisme avait-il façonné les choix de la famille? Quels compromis avait-il dû accepter pour survivre au sein d'un système qui ne les a jamais pleinement acceptés? Pendant des décennies après son ouverture au public, l'histoire officielle resta en terrain sûr. Les guides parlaient de l'architecture, de la provenance des peintures, du génie du goût de Ferdinand. Les visiteurs traversaient les pièces en entendant parler de mobilier français, de porcelaine de Sèvres et de portraits de la Renaissance. Presque rien sur les vies vécues ici, ni sur les tempêtes politiques qui faisaient rage derrière les fenêtres. C'était une histoire confortable, une belle histoire. Une version du passé qui permettait d'admirer la richesse et la culture sans trop réfléchir à la manière dont l'une ou l'autre avait été acquise. C'était aussi une histoire incomplète. À mesure que le temps passait et que de nouveaux historiens et conservateurs prenèrent les commandes, la pression monta pour élargir le cadre. Les archives furent ouvertes proprement. Les boîtes dans les greniers et les réserves furent examinées. Les registres des domestiques furent lus. Les lettres entre membres de la famille, décodées, les livres de comptes épluchés. Lentement, une image différente se dessina. Ferdinand n'était pas seulement un collectionneur raffiné. C'était un homme marqué par la maladie et le deuil, bâtissant une forteresse contre la perte et le rejet. Les fêtes du week-end n'étaient pas juste des scènes d'élégance. C'étaient des performances calculées, conçues pour acheter un sentiment d'appartenance qui demeurait conditionnel. Les domestiques n'étaient pas un personnel anonyme. C'étaient des individus avec des noms, des espoirs et des choix brutalement limités, travaillant au sein d'une hiérarchie qui exploitait leur labeur. Aussi gentils que leurs employeurs aient pu être relativement parlants. La maison commença à raconter ses histoires aussi, non pour effacer la beauté, mais pour la cadrer, non pour nier les accomplissements de Ferdinand, mais pour demander ce qu'ils avaient coûté, à qui et pourquoi. Le changement fut progressif et non sans résistance. Certains visiteurs voulaient la version conte de fées, le château rutilant, les dîners éblouissants, le récit simple d'un goût exceptionnel et d'un succès mérité. D'autres voulaient le conte rendu complet, toute l'histoire enchevêtrée et moralement complexe de ce qu'implique réellement la vieille fortune et de ce qu'elle exige de tous ceux pris dans son orbite. Libéré de son ancien rôle de palais privé, Waddesdon pouvait enfin devenir ce qu'il avait toujours eu le potentiel d'être. Une preuve. Un enregistrement physique. Un lieu où le passé est préservé non seulement pour être admiré mais pour être compris. La question ouverte est de savoir si les gens sont prêts à écouter cette histoire complète maintenant que les portes sont assez grandes ouvertes pour la laisser passer. Le grenier de Waddesdon détenait des secrets que personne n'avait sérieusement examinés. Des cartons de papier, des décennies de comptes ménagers, des dossiers d'emploi pour des domestiques dont les noms n'étaient jamais apparus dans les guides sur papier glacé. Des lettres entre membres de la famille discutant de sujets soigneusement exclus des récits polis racontés aux visiteurs. Des factures listant, ligne par ligne, combien Ferdinand avait payé pour chaque lustre, chaque tableau, chaque pierre de la façade. Dans les années 1990 et 2000, une nouvelle génération de conservateurs et d'historiens commença à traiter ce matériel systématiquement. Ce qu'ils trouvèrent compliqua chaque récit bien rangé sur la maison. Les registres des domestiques furent particulièrement révélateurs. Nom, âge, poste, salaire, motifs d'embauche et de renvoi. Au fil des décennies, des centaines de personnes avaient travaillé à Waddesdon. La plupart ne restaient que quelques années. Certains restaient 20 ou 30 ans. Quelques-uns furent renvoyés pour des raisons allant du compréhensible, vol persistant, manque de fiabilité chronique, au glaçant, la grossesse qui signifiait le licenciement automatique pour de nombreuses femmes, quelles que soient les circonstances. Les livres de paix étaient précis. Une première femme de chambre dans les années 1890 gagnait environ 30 livres par an. Une fille de plonge, environ 12 livres. Le majordome touchait plus de 80 livres, logé et nourri. Pour l'époque, c'étaient des tarifs compétitifs, meilleurs que ce qu'offraient de nombreux domaines aristocratiques. Mais le contexte changeait tout. Ferdinand dépensait couramment des milliers de livres pour un seul tableau. Certaines années, la masse salariale annuelle de toute la maison s'élevait à moins que le prix d'une seule œuvre d'art majeure. Ce genre de disparité était typique de l'époque.
Pourtant, la voir étalée en colonnes d'encre rendait la hiérarchie de classe brutalement concrète, d'une manière que des expressions douces comme « personnel domestique qualifié » n'avaient jamais fait. Les lettres privées entre membres de la famille exposèrent les angoisses que le Waddesdon public avait toujours cachées. Ferdinand écrivant sur son isolement en Angleterre, sur l'antisémitisme de salon qu'il rencontrait même chez des gens heureux de dîner à sa table, sur sa conscience que, peu importe la perfection de la maison, une partie de la société britannique le verrait toujours comme étranger et suspect. Les lettres plus tardives de l'entre-deux-guerres tracent la peur montante face à l'antisémitisme européen, les discussions sur le déplacement des actifs, les inquiétudes pour les cousins en Allemagne et en Autriche, les calculs prudents sur le degré de visibilité juive acceptable. Trop visible et vous deveniez une cible commode, trop invisible et vous risquiez de perdre votre communauté, votre identité et votre levier d'influence. Ces découvertes étaient inconfortables. Elles brisaient l'idée de Waddesdon comme une simple success story. Mais elles étaient cruciales. Elles montraient que même une richesse immense ne pouvait pas totalement protéger une famille juive des préjugés de son époque. Que la performance de l'appartenance était implacable, épuisante et jamais tout à fait achevée. Que le château sur la colline avait toujours été plus fragile qu'il n'en avait l'air depuis l'allée. Les conservateurs avaient désormais un choix. Continuer de raconter la version aseptisée, maison magnifique, goutte impeccable, fin de l'histoire, ou tisser ces vérités plus dures dans les visites et les expositions. Ils choisirent d'élargir le récit, graduellement, prudemment, mais délibérément. De nouveaux panneaux explicatifs apparurent, des textes nommant et décrivant les domestiques qui maintenaient la maison en marche. Des expositions explorant l'expérience de Ferdinand en tant qu'immigrant juif dans l'Angleterre victorienne. Des visites parlant franchement de l'histoire de la famille en temps de guerre, à la fois comme cible de la persécution nazie et comme contributeur à l'effort de guerre britannique. Pour certains visiteurs, ce fut malvenu. Ils arrivaient en voulant un conte de fées. Des pièces élégantes, des lustres scintillants, un fantasme sans complications sur comment vivait l'autre moitié. Ils ne voulurent pas penser à l'exploitation de classe, aux préjugés religieux ou à l'enchevêtrement moral des fortunes bancaires. D'autres réagirent très différemment. Les visiteurs plus jeunes, en particulier, répondirent fortement à cette honnêteté. Ils appréciaient que la maison ne fasse pas semblant, qu'elle reconnaisse le travail des domestiques, qu'elle nomme les préjugés que Ferdinand avait affrontés, qu'elle ose demander ce que toute cette beauté avait coûté et qui avait finalement payé l'addition. Waddesdon commença à travailler avec des universitaires dont elle avait autrefois évité les sujets. Des historiens du travail étudiant le service domestique victorien, des chercheurs documentant l'antisémitisme en Grande-Bretagne, des spécialistes de l'histoire de la richesse, de l'inégalité et de la vieille fortune. La maison ouvrit ses archives et invita les questions difficiles au lieu de les esquiver. Certaines trouvailles surprirent même les conservateurs. Des preuves que Ferdinand, sur certains sujets, était plus progressiste que nombre de ses pairs, soutenant l'éducation des femmes, finançant des bourses et des projets civiques. À côté de cela, des preuves de la cruauté quotidienne cuite dans le système qu'il habitait. Domestiques renvoyés sans référence pour des infractions mineures, effectivement blacklistées. Des vies renversées par des décisions prises en un instant par des employeurs qui n'en verraient jamais les conséquences. L'implication continue de la famille Rothschild signifiait que ces révélations exigeaient du tact. C'était encore, dans un sens important, leur histoire. Pourtant, à leur crédit, la famille soutint largement l'approche plus honnête. Ils comprirent que le vrai respect vient du fait de raconter toute l'histoire, pas seulement les fragments flatteurs. La décision de Dorothy de Rothschild de faire entrer le National Trust avait rendu cette évolution possible. Une fois que Waddesdon cessa de fonctionner comme une résidence privée servant les besoins actuels de la famille, il n'était plus nécessaire de maintenir une façade sociale sans défaut. La pression d'utiliser la maison comme un symbole de statut vivant s'allégea. Ce qui restait, c'était l'histoire. Une histoire désordonnée, moralement ambiguë, profondément révélatrice. Le genre d'histoire qui résiste aux héros et aux méchants simplistes et montre plutôt de vraies personnes faisant des choix difficiles au sein de structures qui contraignaient tout le monde mais piégeaient certains bien plus étroitement que d'autres. Waddesdon n'était pas seul dans cet examen de conscience. Des maisons historiques à travers la Grande-Bretagne réexaminaient aussi leurs origines. Reconnaissant le labeur qui les avait bâtis, les systèmes coloniaux et financiers qui les avaient financés,
les hiérarchies qui les maintenaient en marche. Pourtant, Waddesdon ajoutait des strates qui manquaient à beaucoup d'autres domaines. L'histoire juive, l'histoire de l'immigration, la vulnérabilité particulière d'être à la fois extrêmement riche et constamment ciblé. La manière dont l'antisémitisme et la classe sociale ont façonné chaque décision, même pour ceux disposant de ressources faramineuses. Les visites ont changé. L'exposition a évolué. La maison est devenue moins une célébration acritique de la vieille fortune qu'un lieu d'examen. La démonter, comprendre ses mécanismes et ses conséquences et demander quelles leçons elle nous laisse. Certains visiteurs viennent encore simplement pour voir de belles pièces. C'est très bien, les pièces sont toujours belles. Mais de plus en plus de gens arrivent en voulant savoir ce que ces pièces signifient, ce qu'elles représentent, ce qu'elles ont coûté et à qui les a construites, qui y a servi, et ce qu'il est advenu de tous ces gens quand la musique s'est arrêtée. Enfin, la maison est prête à répondre, pleinement, honnêtement et sans détourner le regard. Entrez dans presque n'importe quel film sur la richesse aristocratique et vous reconnaîtrez Waddesdon. Pas nécessairement la maison littérale, mais le modèle. La longue allée de gravier coupant à travers un parc soigné, l'approche lente, la révélation soudaine d'un château massif se découpant sur le ciel, les hautes fenêtres brillant au crépuscule, le personnel en uniforme glissant à travers des pièces parfaitement mises en scène. Le raccourci visuel instantané pour ce à quoi la vieille fortune est censée ressembler. Waddesdon a contribué à inventer ce langage visuel avant même que le cinéma n'existe. Une fois les caméras arrivées, le modèle créé par Ferdinand est devenu le modèle que tout le monde a copié. Downton Abbey, Retour à Brideshead, Gosford Park, The Crown. D'innombrables drames d'époque filmés dans des maisons de campagne anglaises qui semblent toutes familières. Même quand ils ne tournent pas à Waddesdon, ils empruntent son atmosphère. Façades de style français, escaliers majestueux, terrasses formelles, intérieurs arrangés comme un catalogue lifestyle pour héritiers fortunés. Le look est si ancré qu'il semble naturel, inévitable, comme si les grandes fortunes s'étaient toujours exprimées en pierre renaissance française, en pelouse tondue et en domestique silencieux. Ce n'est pas le cas. Ce look a été inventé soigneusement par des gens comme Ferdinand, qui avaient besoin de prouver quelque chose. L'aristocratie anglaise avait déjà sa propre grammaire architecturale, boîtes géorgiennes, villas palladiennes, châteaux authentiquement médiévaux. Ils n'avaient pas besoin d'imiter la France. Leur maison annonçait la lignée, pas le goût. L'architecture disait « Nous sommes ici depuis plus longtemps que quiconque ne peut s'en souvenir ». La génération d'outsiders de Ferdinand ne pouvait pas dire cela. Alors ils ont fait des revendications différentes. Pas une lignée ancienne, mais un goût impeccable. Pas des siècles d'héritage, mais une maîtrise de la culture. Pas « nous avons toujours été ici », mais « nous comprenons l'Europe mieux que vous ne le pensez ». Le style château français était parfait pour cela. Il disait « Je connais si bien les codes de la civilisation que je peux les soulever de la Loire et les replanter sur une colline anglaise ». Cela a fonctionné si efficacement que c'est devenu le modèle mondial. Les magnats de l'âge d'or américain ont copié le manuel. Les Vanderbilt ont construit Biltmore en Caroline du Nord, un château français encore plus grand, intentionnellement modelé sur les maisons du Val-de-Loire. Les Astor, les Rockefeller, le reste des fortunes industrielles ont tous gravité vers des styles européens qui hurlaient sophistication au lieu de argent de la frontière. Ils faisaient exactement ce que Ferdinand avait fait. Utiliser l'architecture comme un CV. Transformer des bâtiments en lettres de créance qui disaient « Ceci n'est pas juste du cash, c'est de la culture ». Aujourd'hui, Instagram et les réseaux sociaux amplifient le même scénario. Les flux officiels de Waddesdon montrent des centaines de milliers de personnes, les mêmes décors, le parc en automne, les lumières de Noël enroulées autour de la pierre, la fontaine à l'heure bleue. Chaque image renforce l'esthétique. C'est l'élégance. C'est l'aspiration. C'est à quoi le succès devrait ressembler. Ce que ces posts montrent rarement, c'est tout ce que vous venez de suivre à travers ces chapitres. Ils ne montrent pas Ferdinand arpentant la maison la nuit, conscient que le bâtiment n'achèterait jamais totalement l'appartenance qu'il désirait. Ils ne montrent pas les domestiques trébuchant hors du lit avant l'aube pour s'assurer que le luxe paraisse sans effort à l'heure du déjeuner. Ils ne montrent pas les caricatures antisémites, les maisons confisquées, les réunions de familles d'urgence sur les itinéraires d'évasion quand l'Europe est devenue létale. L'esthétique est magnifique, le contexte est impitoyable. Ce fossé entre l'image et la réalité est ce sur quoi la vieille fortune a toujours reposé.
La performance fonctionne parce que la plupart des gens ne voient jamais que le costume. Ils voient la façade, pas le calcul, les pelouses, pas le labeur, le dîner glamour, pas l'anxiété qui bourdonne sous la table. Savoir cela ne rend pas Waddesdon moins impressionnant. Au contraire, cela le rend plus tranchant. La maison cesse d'être juste un joli décor et devient un document, une étude de cas sur la manière dont la richesse performe la légitimité, comment les outsiders fabriquent l'appartenance, comment le pouvoir se déguise en goût. Les spectateurs modernes qui dévorent Downton Abbey ou achètent des billets pour visiter Waddesdon pénètrent directement dans un fantasme que des gens comme Ferdinand ont aidé à concevoir. Le fantasme dit « Il fut un temps où la richesse était noble et ordonnée, où les riches étaient gracieux, où domestiques et maîtres acceptaient leur rôle, où le système fonctionnait. » Ça n'a jamais vraiment fonctionné comme ça. Les domestiques ressentaient leurs limites et craignaient le renvoi. Les employeurs s'inquiétaient constamment du statut, du scandale et de l'effondrement. La machine produisait de la beauté en brûlant de l'effort humain et en appelant cela l'ordre. Pourtant, le fantasme persiste parce que l'esthétique est addictive. Les châteaux français sur des collines anglaises sont vraiment magnifiques. Les salles à manger éclairées aux chandelles sont incroyables à la caméra. L'idée que la vieille fortune est fondamentalement raffinée et de bon goût, plutôt que ce qu'elle est habituellement, c'est-à-dire un pouvoir accumulé sur des générations, souvent bâti via des systèmes extractifs ou moralement gris, est réconfortante. Waddesdon vous renvoie une question. Si vous aviez les ressources de Ferdinand, que construiriez-vous ? Un autre palais mendiant l'approbation de gens qui ne vous accepteront jamais totalement, ou quelque chose qui admet ce qu'est vraiment la richesse, quelque chose conçu pour partager au lieu d'éblouir. Cette question n'est pas hypothétique pour quiconque a de l'argent ou l'ambition d'en avoir. Les réseaux sociaux sont remplis de Waddesdon miniatures. Intérieurs soignés, tables immaculées, photos candides mises en scène pour signaler le statut. Les accessoires sont moins chers maintenant. Des ring lights au lieu de lustres en cristal, des villas de location au lieu de domaines privés. Mais l'impulsion est la même. Performer la légitimité. Prouver que l'on appartient. Ferdinand voulait tellement appartenir qu'il a transformé une colline en une déclaration. Waddesdon est toujours là, toujours époustouflant, faisant toujours son travail original. Faire ressembler la richesse à de la culture. Mais maintenant, nous savons ce qui se cachait derrière la performance. Nous avons lu les livres de contes. Nous avons entrevu la vie des domestiques. Nous avons vu à quel point la famille restait vulnérable, même au sommet de sa puissance. Nous avons vu le monde qui donnait un sens à la maison s'effondrer, et nous avons vu le manoir survivre comme une preuve plutôt que comme un fantasme. Le manoir a aidé à fixer l'image de la vieille fortune dans l'imaginaire mondial. L'image est belle. La réalité est compliquée. La beauté n'annule pas cette complexité. Elle rend juste un peu plus facile le fait de détourner le regard. Le visiteur s'arrête aux grilles et regarde en arrière une dernière fois. Ce que Waddesdon offre maintenant est quelque chose que Ferdinand n'a jamais visé, mais qui est peut-être plus précieux que ce qu'il imaginait. Pas un fantasme poli de perfection, mais un regard clair sur la complexité. Pas un sanctuaire dédié à la vieille fortune, mais un lieu pour apprendre ce qu'était réellement la vieille fortune et ce qu'elle faisait. La maison enseigne des leçons inconfortables. Que la richesse ne garantit pas la sécurité. Que l'acceptation achetée par la performance est fragile et épuisante. Que la beauté repose généralement sur un labeur invisible. Que les systèmes peuvent exploiter les gens même quand certains individus à l'intérieur sont bien intentionnés. Que l'on peut être puissant et vulnérable en même temps et que cette tension peut façonner des époques entières. Mais la maison porte aussi une sorte d'espoir plus discret, parce que Waddesdon ne s'est pas figé dans le rôle que Ferdinand lui avait donné. Dorothy de Rothschild a choisi la préservation plutôt que le confort privé. Les conservateurs ont choisi d'ouvrir les boîtes au lieu de les laisser prendre la poussière. Archivistes et historiens ont choisi de raconter des histoires qui vont au-delà de la surface dorée. Des histoires de domestiques et de réfugiés, de préjugés et d'endurance, d'erreurs de calcul et de réinvention. Ce changement pointe vers quelque chose d'important. La richesse héritée et les structures héritées ne sont pas obligées de répéter les mêmes schémas pour toujours. Elles peuvent être recadrées, réutilisées, transformées d'outils d'exclusion et d'apparat en outils pour la mémoire, la critique et la compréhension. Le visiteur repart avec une question que Ferdinand n'a jamais eu à affronter en ces termes. Mais que nous, si. Quel genre d'avenir construisons-nous ? Un avenir qui copie ce scénario ?
la richesse performant la légitimité, le labeur restant invisible, la beauté lissant chaque aspérité, ou un avenir qui prend des lieux comme Waddesdon comme des leçons au lieu de modèles. Un avenir qui nomme ce que les choses coûtent et qui paie, qui essaie de créer de la beauté sans exploitation, qui traite les ressources comme quelque chose à partager, et non simplement à emmurer derrière des façades de pierre et des grilles verrouillées. Waddesdon ne peut pas répondre à cette question pour nous, mais il peut rendre la question impossible à ignorer. Le soleil passe sous l'horizon. Les lumières de la maison s'allument en clignotant, électriques, toujours dramatiques, faisant toujours écho à la vieille victoire de Ferdinand sur l'obscurité littérale. Seulement maintenant, nous comprenons sur quoi ces lumières tombent. Pas juste une élégance mise en scène, mais une preuve. L'histoire complète, désordonnée, moralement enchevêtrée, profondément humaine, de ce que les gens construisent quand ils ont peur, de ce qu'ils sacrifient pour le garder, et de ce qui reste quand ils ne sont plus là. C'est l'héritage que Waddesdon offre maintenant. Pas un fantasme, un miroir. Ce que nous y voyons dépend entièrement de la proximité avec laquelle nous sommes prêts à regarder.